Salam alaikum. Je me présente Dr Cédric, cardiologue enseignante à l'EHU Oran. Ce cours est destiné aux étudiants de médecine 4e année, module de cardiologie. On a déjà fait une partie de cardiologie pédiatrique, malformation cardiaque de l'enfant. On a fait le shunt gauche-droit. Et dans ce chapitre, on va voir ensemble les shunts droit-gauche, c'est-à-dire les cardiopathies congénitales cyanogènes. Alors, les shunts droit-gauche, cardiopathie congénitale cyanogène, appelées autrefois les maladies bleues, caractérisées par la constatation et la présence d'une cyanose des téguments. La cyanose, par définition, est une désaturation artérielle périphérique due au passage de sang veineux désaturé provenant des veines caves dans l'aorte. C'est un shunt droit-gauche, c'est le passage anormal de sang veineux des cavités droites vers les cavités gauches. Le shunt droit-gauche apparaît lorsqu'il y ait un obstacle sur la voie pulmonaire. C'est une condition obligatoire. Pourquoi? Pour que le sang passe des cavités droites vers les cavités gauches, il faut que les pressions soient supérieures à celles des cavités gauches. Et la présence d'un obstacle augmente dans la voie pulmonaire, dans l'artère pulmonaire. Cet obstacle augmente les pressions dans les cavités droites. Et c'est ainsi que le shunt, le passage du sang, se fait de droite à gauche. Nous avons comme exemple la tétralogie de Fallot. Et la deuxième condition, pour qu'il y ait une cyanose, on peut avoir un défaut ou bien une erreur de cloisonnement et de branchement des gros vaisseaux, tels que la transposition des gros vaisseaux. On va voir avec détail la tétralogie de Fallot qui associe bien sûr 4 malformations. D'abord, la tétralogie de Fallot, c'est quoi? C'est une cardiopathie congénitale cyanogène. Elle représente 9% de toutes les cardiopathies congénitales cyanogènes. Elle associe tétra, 4 anomalies anatomiques: sténose de l'artère pulmonaire, communication à l'étage ventriculaire, malformation de position de la aorte qui est à cheval sur les septum interventriculaires et enfin une hypertrophie du ventricule droit. Pour la sténose de l'artère pulmonaire, la sténose infundibulaire est constante. La sténose de l'anneau et des valves pulmonaires est retrouvée dans seulement 2/3 des cas. Par contre, une sténose du tronc et des bronches pulmonaires est rare. La CIV dans la tétralogie de Fallot est sous-aortique large et unique. L'aorte à cheval sur le septum interventriculaire. L'hypertrophie ventriculaire droite est secondaire à la sténose de l'artère pulmonaire. Voici un schéma qui illustre la tétralogie de Fallot. On va comparer la malformation en cœur normal. Donc, la sténose de l'artère pulmonaire, la tétralogie de Fallot est étendue, une large communication interventriculaire et une malposition de l'aorte. Quelles sont les conséquences d'une tétralogie de Fallot? C'est des conséquences hémodynamiques. 1. Surcharge du ventricule droit. La sténose de l'artère pulmonaire augmente les pressions dans le ventricule droit. Celui-ci répond par une hypertrophie et bien sûr qui va faciliter un shunt droit-gauche par augmentation, on répète, de pression dans le ventricule droit. Le diagnostic est fait sur la constatation d'une cyanose des téguments et des conjonctives. Cette cyanose chez l'enfant s'accentue avec les pleurs et les cris. Un autre signe physique constaté par la maman, c'est l'accroupissement ou appelé aussi squatting. C'est une attitude instinctive, spontanée, involontaire, adoptée par l'enfant pour lutter contre l'hypoxie après un effort. Cette attitude a pour but d'augmenter la pression artérielle. Cette attitude a pour but d'augmenter aussi la pression dans l'aorte, de diminuer ainsi le retour veineux vers le cœur droit et de diminuer la désaturation artérielle périphérique et ainsi l'état de l'enfant est amélioré. La dyspnée d'effort est présente. Crise anoxique ou malaise anoxique qui se manifeste par une augmentation rapide de la cyanose. L'enfant devient agité, ce qui aggrave la crise avec perte de connaissance. Pourquoi perte de connaissance? C'est dû à l'hypoxie. Le premier organe sensible à l'hypoxie est le cerveau. Les signes physiques à l'auscultation, on va trouver un souffle systolique 3, 4, 6e dans l'espace intercostal gauche qui traduit la sténose de l'artère pulmonaire. Le B de pulmonaire est diminué.
L'électrocardiogramme, un axe à droite avec signe de surcharge droit. Voici les signes d'hypertrophie ventriculaire droite, c'est le bloc de branche droit en V1. Le téléthorax, là, on a une hypovascularisation pulmonaire par la présence de la sténose pulmonaire. Le poumon est protégé par la sténose pulmonaire avec un aspect caractéristique en sabot qui est dû à l'absence du segment pulmonaire et la dilatation du VD. Voici l'aspect en sabot du cœur dans la tétralogie de Fallot. On le voit une fois, on ne risque pas de l'oublier. La biologie est systématique, surtout la formule, la recherche d'une polyglobulie du fait de l'hypoxie. L'examen capital, l'échocardiographie Doppler, confirme le diagnostic par la visualisation des différentes anomalies anatomiques de la tétralogie de Fallot, visualise directement le défect à l'étage ventriculaire, le chevauchement de l'aorte, l'hypertrophie du ventricule droit avec analyse de la voie pulmonaire. Le Doppler permet le calcul du gradient de la sténose de l'artère pulmonaire. Le gradient APVD supérieur à 50 mm de mercure traduit une sténose serrée de l'artère pulmonaire. Voici une image qui illustre en coupe longitudinale la tétralogie de Fallot, le défect à l'étage ventriculaire, l'aorte qui est à cheval et l'hypertrophie importante du VD. L'évolution, donc au cours de l'évolution, l'enfant atteint d'une tétralogie de Fallot risque de faire une endocardite bactérienne, risque de faire un malaise anoxique avec crise anoxique et convulsion, accident vasculaire cérébral par hyperviscosité sanguine et hypoglobulie, risque aussi de faire un abcès cérébral. Comment traiter médicalement une tétralogie de Fallot? On commence par traiter la crise anoxique, une oxygénothérapie, Valium pour calmer le patient en intrarectal. On administre un bêta-bloquant. Par leur effet inotrope, les bêta-bloquants diminuent la fréquence cardiaque et relâchent le spasme infundibulaire pulmonaire. On attaque, on donne en intraveineux avlocardial à raison de 0,01 mg par kilo jour et on entretient un avlocardial en pérose à raison de mg kilo jour. On n'oublie pas de mettre l'enfant ou bien le nourrisson en position génupectorale pour soulager, améliorer l'état du patient et lutter contre l'hypoxie, traiter et prévenir les complications. Un traitement martial à base de fer en cas d'hypochromie. Chez un nourrisson qui a une polyglobulie associée à une hypochromie, l'administration du fer par voie orale permet, en corrigeant l'hypochromie, de diminuer l'hyperviscosité sanguine et de prévenir ainsi les complications. Le traitement chirurgical consiste à réparer les malformations. C'est une cure complète qu'on réalise qui consiste à la fermeture de la CIV par patch, qui consiste aussi à l'agrandissement de la voie de sortie VDAP par un patch ventriculaire transventriculaire et consiste aussi à corriger les sténoses sur le tronc de l'artère pulmonaire et ses branches. Deuxième situation, deuxième anomalie congénitale cyanogène, c'est la malposition des vaisseaux, appelée transposition des gros vaisseaux. Par définition, comme son nom l'indique, c'est l'aorte qui naît du ventricule droit et l'artère pulmonaire qui naît du ventricule gauche. Chaque circulation fonctionne en circuit fermé. L'aorte reçoit le sang désaturé venant de la veine cave. L'artère pulmonaire reçoit le sang oxygéné venant du poumon. Qu'est-ce que vous constatez? La vie est incompatible avec un circuit pareil. Donc, la survie n'est possible que grâce à une communication entre les deux circulations, la raison pour laquelle, au cours de la vie intra-utérine, les fœtus atteints d'une TGV ou d'une transposition des gros vaisseaux sans qu'il y ait communication, au cours de la vie intra-utérine, leur circulation est assurée par la circulation de la maman. Seulement à la naissance, ils décèdent. Il ne survit que les fœtus atteints d'une TGV associée à une communication entre les deux circulations, soit à l'étage auriculaire ou l'étage ventriculaire. Voici un schéma qui illustre la malformation qu'on vient de citer. Donc vous voyez l'aorte qui naît du ventricule droit et l'artère pulmonaire qui naît du ventricule gauche sans qu'il y ait une communication. Voici le diagnostic. Comment poser un diagnostic? Par la constatation d'une cyanose intense et précoce. L'auscultation scénique là du deuxième bruit en rapport avec la position antérieure de l'aorte. Le CG et la radio ne sont pas spécifiques au diagnostic. Par contre, c'est l'échocardiographie qui confirme le diagnostic de TGV. Alors l'échocardiographie, sur cette image, vous voyez très bien l'aorte qui naît du VD
et l'artère pulmonaire est là qui naît du VG. Très bien, donc la transposition des gros vaisseaux est une urgence précoce. Il faut agir dès la naissance. Il faut prendre en charge cette malformation dès la naissance. Le diagnostic anténatal est obligatoire. Il est possible lors des échographies réalisées durant la grossesse. Automatiquement, les échographies réalisées au cours de la grossesse ont pour but de dépister toutes les malformations fœtales, entre autres les malformations cardiaques. L'accouchement doit se faire dans un centre spécialisé, multidisciplinaire, et la prise en charge cardiologique est immédiate dès la naissance où l'on réalise, en cas de septum intact, une septotomie par ballonnet. C'est ce qu'on appelle la manœuvre de Rashkind. Le traitement chirurgical en cas de TGV, on propose un switch artériel, c'est la mise en place des vaisseaux avec implantation des coronaires, circulation, c'est une intervention réalisée sous circulation extracorporelle et doit se faire avant le premier mois de la vie. C'est une prise en charge multidisciplinaire qui nécessite bien sûr la présence du cardiologue, du pédiatre, du réanimateur et du gynécologue. Je vous remercie. Bon courage. بالتوفيق إن شاء الله.